Bienvenue à Evolution TV pour cette nouvelle émission qui va porter sur le potentiel du stockage souterrain d'hydrogène renouvelable en Europe. On a la chance d'avoir avec nous trois invités que je vais d'abord présenter. Germain Hurtado, vous êtes directeur du projet Hipster chez Storengy, filiale du groupe Engie. Voilà, et Storengy porte pas mal d'activités de stockage de gaz naturel, de production et de stockage de gaz renouvelable et de développement de solutions de géothermie. Comme ça, on n'aura plus à le dire. Storengy est présent en France, en Allemagne et au Royaume-Uni et compte environ 1000 collaborateurs. Vincent Designol, vous êtes directeur du cluster hydrogène chez Vallourec, donc fournisseur mondial de solutions tubulaires, ça je pense que tout le monde le sait dans le secteur de l'énergie, présent en Europe, au Brésil, en Asie et 17 000 salariés tout de même. Et Dr Arnaud Réveillère, vous êtes directeur adjoint de Geostock Green Storage. Donc Geostock regroupe beaucoup d'ingénieurs et de techniciens sur les métiers du conseil, de l'ingénierie, de la construction et de l'exploitation. Et le programme Green Storage, vous nous en parlerez certainement, vise des solutions durables. Alors sur cette question du stockage souterrain, on va d'abord peut-être faire une petite prise de parole rapide pour vous, pour savoir comment vous qualifiez l'hydrogène. Ce domaine de l'hydrogène renouvelable, finalement, qu'est-ce qu'il représente dans la stratégie de votre entreprise? On peut commencer par Monsieur Hurtado, si vous voulez bien. Bonjour, tout d'abord merci de nous avoir invités à Evolution. Donc Engie est impliqué depuis plus de 5 ans dans l'hydrogène et a été sans doute l'un des premiers acteurs à créer une business unit sur l'hydrogène. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 collaborateurs dans le groupe qui travaillent tous les jours sur le sujet hydrogène. Et nous sommes présents également sur toute la chaîne de valeur, donc de l'hydrogène renouvelable, de la production des ENR jusqu'aux usages, les infrastructures également, et on va en parler tout à l'heure. Donc le transport et ce qui nous réunit aujourd'hui, le stockage d'hydrogène. On a actuellement une centaine de projets et nous avons des projets en réalisation actuellement dans nos business units. Nos objectifs sont très clairs. En termes d'hydrogène, nous souhaitons développer une capacité de 4 gigawatts de production d'hydrogène d'ici 2030. Nous souhaitons également développer 100 bornes de recharge hydrogène et nous avons comme ambition de préparer la dorsale hydrogène, 700 km pour transporter l'hydrogène et également 1 TW d'hydrogène de stockage heure dans le futur. Eh bien, ça fait déjà un vaste programme. En 1 minute, c'est bien. Monsieur Designol, même question pour vous. Qu'est-ce que ça représente dans votre stratégie ? Vallourec est historiquement un fournisseur de tubes en acier sans soudure pour les marchés de l'énergie, donc une forte expérience notamment des marchés du gaz et du stockage de gaz, et a développé une forte ambition également de renforcer, de compléter son activité dans le domaine de la transition énergétique et des nouvelles énergies. C'est la capture et le stockage du carbone, c'est la géothermie et l'hydrogène. Et sur l'hydrogène, nous avons une offre et nous continuons à développer notre gamme de produits pour le stockage et le transport d'hydrogène. Transport par pipeline, onshore, offshore, et stockage depuis des cylindres tels que ceux qu'on voit dans les stations hydrogène, par exemple, jusqu'à des stockages de grande capacité quand on parle de stockage souterrain, par exemple. Et donc, ce sont des choses qui commencent à être sur le marché. On voit aussi la demande qui progresse, avec également beaucoup de projets de développement qui sont en cours. Donc on est aussi, d'une certaine manière, au début de l'aventure pour l'ensemble de la filière et pour Vallourec en particulier. Bah oui, on va justement en parler un petit peu tous ensemble. Et pour vous, Arnaud Réveillère, Geostock et l'hydrogène? Nous, Geostock, on est aussi une société qui s'est construite sur le stockage souterrain d'énergie depuis plus de 60 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on promeut et qu'on participe au développement technique qui permettent le stockage souterrain d'hydrogène. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu quelque chose de structurant. On vient de changer de logo, par exemple, la semaine dernière. C'est maintenant, vous pouvez le voir sur notre site internet, outre la lettre G, une main qui prend soin de la Terre. Et ça accompagne un programme de transformation qui s'appelle Green Storage et l'un des 3 axes et le stockage d'hydrogène. Donc c'est vraiment devenu quelque chose de structurant dans notre activité aujourd'hui. D'accord, c'est devenu fondamental pour vous. Alors gardez la parole, Arnaud Réveillère, je vais vous demander, dans la perspective d'un développement d'une économie de l'hydrogène, qui est vraiment le sujet de ce salon, quels pourraient être les besoins en stockage souterrain, par exemple d'ici 2030 en Europe? Quelle vision on a un petit peu des besoins en stockage? Alors en Europe,
l'Union européenne s'est dotée d'objectifs climatiques ambitieux, la neutralité carbone à l'horizon 2050, net zero. C'est un objectif de résultat, c'est pas un objectif de moyens. Et beaucoup voient l'hydrogène comme l'un des moyens pour permettre cette neutralité carbone à l'horizon 2050. Dans ce salon, évidemment, mais pas uniquement. Et nous, à Geostock, on est convaincus que si l'hydrogène prend cette place, si l'hydrogène devient un vecteur énergétique massif pour décarboner nos systèmes énergétiques, dans nos vies de tous les jours, en surface, on aura aussi besoin d'une sécurité et d'un rôle du stockage de cette molécule énergétique. Et d'un stockage qui soit sûr, qui soit peu cher et qui soit massif, et donc d'un stockage souterrain. En termes de nombre de cavités, ou nombre de stockages, on a une idée? Ça dépend de leur taille, bien sûr. On peut faire des estimations, donc là c'est pas le cœur de métier de Geostock de faire ce type d'estimation. Nous on va avoir une approche assez simple si on joue à ce genre d'exercice. C'est que par exemple si on regarde ceux qui travaillent justement à regarder la part que l'hydrogène peut avoir en 2030 ou en 2050 en Europe, et qu'on se dit que 5% de la consommation d'hydrogène devrait être stockée. 5% c'est relativement conservatif. Par exemple sur le gaz naturel, il y a 20% de la consommation européenne qui est stockée. Et donc si on prend ces 5% et la consommation d'hydrogène en Europe projetée en 2030, ça fait un besoin de stockage qui est, je crois, entre 125 et 250 cavités. Et en 2050, c'est 750 à 1500 cavités salines ou équivalent en milieu poreux, qui est une autre technologie de stockage. Très bien, merci. Ça fait déjà quand même beaucoup de cavités à préparer. Et donc, Monsieur Hurtado, par exemple, à Storengy, vous y travaillez, on va y revenir dans un instant. Mais si on regarde un petit peu à la maille européenne, est-ce que tous les acteurs qui sont comme vous avancent beaucoup sur ce sujet? Est-ce qu'il y a une sorte de concertation où chacun, pour l'instant, est dans ses projets nationaux? Oui, donc on sent bien qu'au niveau européen, il y a un besoin de se coordonner avec les différents acteurs, pas uniquement le stockage, mais aussi les infrastructures en général. Dans le cadre du stockage, nous avons des échanges réguliers avec les différents acteurs, notamment au cours de réunions qu'on appelle Symbiosis Meeting, pour discuter des avancées de chaque projet au niveau européen. Et d'ailleurs, Arnaud est présent durant ces réunions. Et donc, effectivement, au niveau européen, on travaille également avec l'Europe, la Commission européenne. D'ailleurs, le projet que je vais présenter tout à l'heure a été financé par la Commission européenne, le Clean Hydrogen Partnership. Et nous travaillons avec différentes, on va dire, commissions, au niveau de la Commission européenne, différentes organisations. Et également avec Hydrogène Europe. Au niveau national, au niveau local, nous sommes aussi en train de préparer des schémas directeurs. C'est le cas également pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut générer de l'énergie renouvelable, on peut le transformer en hydrogène et également on peut le stocker et le transporter. Et donc il y a un besoin pour développer ces régions, ces vallées hydrogènes et également ces bassins hydrogènes d'agréger cette demande et d'agréger les projets pour pouvoir offrir de l'hydrogène aux industriels afin qu'ils puissent décarboner leurs usages. D'accord. Merci beaucoup. Et si on se fait encore un petit zoom, on va dire plus large, Monsieur Designol, parce que votre activité est mondiale, est-ce que vous avez l'impression que tous les pays, en tout cas beaucoup de pays, avancent sur cette idée du stockage souterrain d'hydrogène? Oui, je dirais de plus en plus. Ça commence assez naturellement dans les régions utilisatrices, ou qu'on voit comme des grandes utilisatrices d'hydrogène, notamment l'Europe, avec des projets, au moins des premiers démonstrateurs. On a accompagné des clients en France, notamment Storengy, aux Pays-Bas, en Allemagne, sur au moins des cavernes de démonstration, mais on voit que la dynamique vers des projets à dimension plus industrielle. En Amérique du Nord également, au Canada, il y a également des projets, ça a été annoncé publiquement, dans l'Utah avec l'Advanced Clean Energy Storage, dans le Mississippi, le Mississippi Clean Hydrogen Hub de High Store, etc. Et donc des projets où on parle assez vite de l'échelle commerciale. Peut-être une ou deux cavernes au départ, mais rapidement on envisage les dizaines de cavernes qui suivront. Et donc ce sont des choses qu'on voit accélérer. Ce qui est nouveau, je dirais, depuis quelques mois, c'est qu'on voit aussi de plus en plus de réflexions autour de chaînes logistiques internationales, avec des pays producteurs qui se positionnent comme producteurs et exportateurs d'hydrogène,
et qui vont mettre en place la chaîne logistique pour pouvoir exporter cet hydrogène. Et ça peut vouloir dire à certains moments, à certaines étapes, du transport, mais aussi du stockage souterrain. Je pense par exemple au Maroc qui déjà a des cavités salines, à certains pays du Moyen-Orient qui ont cette expérience du souterrain et sous la surface. Après, le stockage souterrain, on parle de grandes quantités, de milliers de tonnes. On ne va pas forcément être tout de suite à cette échelle-là. Et c'est important de travailler sur les différents niveaux, les différentes dimensions de stockage. C'est des choses sur lesquelles nous travaillons pour avoir les cylindres, les stockages souterrains et puis la gamme intermédiaire des dizaines, des centaines de tonnes. Parce que c'est des choses il y aura des besoins de stockage sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement pour assurer l'équilibrage entre l'offre et la demande et la sécurité d'approvisionnement. Et ça, ce sera un besoin qui sera mondial. D'accord, merci beaucoup. Alors, évidemment, on n'a pas le temps de détailler entièrement tout ce qu'on peut faire en stockage souterrain. Ce format d'Evolution TV ne nous le permet pas. Mais Arnaud Réveillère, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ces différences entre cavités salines et roches poreuses, qui sont les deux grandes solutions, si j'ai bien compris, et en quoi le projet iStories que vous menez va aider à mieux justement saisir l'intérêt des roches poreuses? Oui, alors les cavités salines, le stockage d'hydrogène en cavité saline, c'est un stockage dans une cavité, donc dans un vide, un grand vide que l'on crée dans le sous-sol, dont le volume peut typiquement accueillir l'Arc de Triomphe, donc c'est des grands équipements qui sont créés dans le sel, comme le sel de table. Mais c'est des couches géologiques de sel qui ont été laissées là sur les temps géologiques et qui ont des propriétés. C'est une roche aux propriétés assez uniques parce qu'elle est facile à excaver. On injecte de l'eau et on ressort de l'eau salée. Elle est étanche et elle est en plus relativement abondante. Donc c'est comme ça qu'on stocke l'hydrogène dans ces cavités salines. L'autre technologie dont vous avez parlé, les milieux poreux, le stockage d'hydrogène est stocké dans des roches poreuses et perméables et stocké aux interstices entre les minéraux de ces roches. Donc dans une multitude d'interstices de grès ou de carbonate. Et donc c'est relativement différent. Et donc il prend la place, en étant stocké dans un interstice, il prend la place du fluide qui était initialement présent, qui est de l'eau, auquel cas on appelle ça un aquifère, ou qui était un hydrocarbure, auquel cas on appelle ça un champ déplété. Et c'est relativement différent des cavités salines, parce que par exemple il y a une surface d'échange qui est bien plus importante entre la roche, l'eau présente dans le sous-sol et l'hydrogène stocké en milieu poreux qu'en cavité saline, ce qui rend l'activité, ce stockage par exemple plus propice à l'activité microbienne. Donc ça c'est des choses qu'on regarde justement dans iStories avec un grand programme expérimental où on teste cette activité microbienne et ses impacts en prélevant des échantillons sur une douzaine de sites européens. Et oui, donc pour finir, il y a des différences, mais ça reste des stockages qui sont des stockages souterrains qui ont aussi de grandes similitudes. Les installations de surface sont très similaires. L'accès au sous-sol est très similaire. Il se fait par un puits dont Valouret qui est l'un des équipementiers principaux. On va lui passer la parole. D'ailleurs, vous lui tendez la perche, c'est très bien. Au regard de ce projet qui commence à voir le jour, est-ce qu'il y a des défis particuliers pour vous quand on doit stocker de l'hydrogène? Il y a des choses qui sont connues, comme vient de dire Arnaud Réveillard, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui demandent un peu de recherche ou de perfection, on va dire? Bon, on part effectivement de notre expérience pétrole et gaz et de la lutte contre la corrosion, de l'étanchéité de nos solutions. Mais il y a des spécificités de l'hydrogène qui motivent beaucoup, qui animent beaucoup, qui occupent beaucoup nos équipes R&D et qui les motivent beaucoup aussi en ce moment. Pour en citer trois, je dirais, d'une part, il y a les questions de fragilisation par l'hydrogène. C'est-à-dire le risque étant que, exposés à l'hydrogène, les aciers voient plus facilement des fissures se créer et se propager, donc avec des risques de rupture. C'est un phénomène qui est connu et on a une grande expérience de développer des matériaux résistants à des forts chargements d'hydrogène, l'expérience Source Service. Et donc, on a ce point de départ, mais aussi un certain nombre d'études qui sont en cours, qui se poursuivent pour continuer à affiner notre compréhension des phénomènes sous hydrogène pur, mais aussi dans les conditions particulières qu'on va rencontrer dans les stockages. Les cavités salines, on va avoir essentiellement de l'humidité et des chlorures, par exemple. Quand on va être dans des champs déplétés ou des aquifères, il peut y avoir davantage de contaminants
par exemple du H2S, et donc des profils de corrosion qui sont plus pénalisants, et ce sont des choses qu'on regarde notamment dans le projet Histories. Mais de manière générale, on a un niveau de confiance élevé sur les solutions qui existent, mais toujours ce travail à mener pour continuer à optimiser les recommandations qu'on peut faire à nos clients. Un deuxième sujet, c'est sur l'étanchéité des connexions, parce qu'on veut, là, le risque étant le risque de fuite, notamment dans les raccords entre les tubes, et voire le risque que la molécule s'échappe. Et on s'est aperçu que les standards, les normes applicables et qu'on utilisait d'habitude, on testé avec de l'hélium, qui nous paraissait déjà très petit. Mais avec l'hydrogène, il faut être encore un peu plus strict. Et donc on a, avec un certain nombre de clients et de partenaires, dont Geostock et Storengy, développé un protocole de test pour valider l'étanchéité de nos connexions. Et donc on a fait des premières dimensions l'année dernière, et on continue à valider, à étendre la gamme, valider pour l'hydrogène, et avec des résultats très positifs sur nos connexions. Puis le troisième, très rapide. Alors vraiment très rapide, car le temps passe. Et M. Hurtado va nous parler quand même de Hipster. Oui, le troisième, c'est la surveillance de l'intégrité, et on développe des solutions avec des capteurs pour pouvoir instrumenter des puits et être capable de garantir et de surveiller encore plus finement le comportement des puits et des stockages, qui vont être probablement plus sollicités. On pense à des cyclages et des cyclicités encore plus fortes liées à la variabilité de la production d'hydrogène. Très bien, merci beaucoup pour ces détails. Et donc, Monsieur Hurtado, on va clôturer cette session TV avec vous, parce que vous avez quand même un projet qui est quasiment en cours de construction, si j'ai bien compris, qui s'appelle Hipster. Quelles en sont les grandes lignes et qu'est-ce qui va permettre de comprendre, notamment sur le stockage en cavité saline, pour le coup? Oui, donc Hipster, c'est l'un de mes noms de projets favoris sur lesquels j'ai travaillé. C'est un projet qui veut dire en anglais stockage et réplicabilité du projet, parce que nous souhaitons le développer en France et dans d'autres pays. On a déjà 5 projets, et effectivement Hipster est le projet actuellement en cours d'exécution. Hipster, c'est un projet très spécial, parce qu'en fait on va cycler, donc on va convertir un stockage existant de gaz naturel pour pouvoir le convertir à l'hydrogène, et on va cycler, c'est-à-dire qu'on va injecter de l'hydrogène et on va soutirer de l'hydrogène, et cet hydrogène il va être produit à partir de la variabilité de l'intermittence des énergies renouvelables. Il existe dans le monde 6 stockages, mais ces stockages en fait ont une demande très flat, et donc l'objectif du projet Hipster, c'est bien de pouvoir offrir de la flexibilité et de pouvoir stocker en fait cet hydrogène, et on va en fait être un peu une batterie qui va permettre de stocker cette intermittence dans un stockage salin. C'est un projet qui est sur 3 ans. Donc l'année dernière, c'était les études d'ingénierie. Là, nous ambitionnons de commencer la construction au mois de juin. Nous avons déjà acheté tous nos équipements de surface et aussi de sous-sol. Donc effectivement, nous avons acheté notre tubulaire, donc la connexion entre la tête de puits et le réservoir qui se trouve à 800 mètres de profondeur à Vallourec. Et nous travaillons aussi également pour la production en surface d'hydrogène avec le français qui fabrique des électrolyseurs, Elogen. Et cet après-midi, nous parlons aussi des partenariats stratégiques que nous avons dans le cadre du projet, notamment avec Schneider Electric et Technip FMC pour la tête de puits. Ce projet va permettre en fait d'étudier les aspects technico-économiques du cyclage d'hydrogène en cavité saline basé sur l'intermittence des énergies renouvelables. C'est un projet européen. Nous sommes fondés par la Commission européenne et nous avons 9 partenaires sur le projet, dont le dernier qui nous a rejoint, qui est l'énergéticien norvégien que vous connaissez, Equinor. Nous avons également Innovin, qui est un acteur très important dans l'hydrogène. Et je conclurai par ces mots en disant que nous serons heureux de revenir l'année prochaine pour vous tenir au courant des avancées du projet et des premiers résultats que nous aurons dès mars-avril 2023 sur le projet. Très bien, merci beaucoup. On aura hâte de visiter ce projet. Merci à vous 3 de nous avoir expliqué tout cela assez rapidement. Merci au public, merci aux participants. Pour ceux que ça intéresse, il y a une autre session sur le stockage souterrain à 14h, de nouveau avec Storengy. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Merci.